Messieurs, dames, bonsoir. Alors, je vais commencer comme d'habitude par l'appel. Jackie n'est pas là, mais il va peut-être arriver tout à l'heure. Laurence Huton. Présente. Jean-Claude Ami. Corinne Bourrel. Présente. Michel Champi. Présent. Ingrid Liénard. Présente. Philippe Delaunay. Présent. Céline Petit. Présente. Mahmoud Benkachou. Mahmoud, il n'est pas là? Il était là tout à l'heure? Non. François Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau est absente et a donné pouvoir à Monsieur Benkachou, mais il faut qu'il soit arrivé pour ça. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Louis-Jean Nicolaï, je ne le vois pas. William Derouet. Présent. Graziella Gann. Présente. Morgane Garot. Présente. Anaïs Serrin. Présente. Jean Le Gallet. Présent. Philippe Legrand est absent, a donné pouvoir donc à moi. Gérard Lemoine est absent, a donné pouvoir à Monsieur Champi. Michel Néron est absent, a donné pouvoir à Monsieur Tricot. Pascal Renoux. Oui, je suis là. Jean-Paul Tricot. Présent. Vous pouvez chanter pour dire que vous êtes là, il n'y a pas de souci. Annie Bouteloup. Présente. Monica Breton. Présente. Claude Éveillot. Présent. Ghislaine Thomazeau. Présente. Roland Frison. Présent. Et Sonia Potier est absente et a donné pouvoir à Monica Breton. Parfait, je vous passe l'émargement. Alors, on a besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Qui était secrétaire de séance la dernière fois? C'était moi. C'était Pascal, qui le faisait en chantant. Et donc, qui veut bien être secrétaire de séance ce soir? Allez, eh ben c'est Laurence Huteron. Voilà. Alors, donc, ce soir, nous avons en ordre du jour, donc en affaires générales, nous avons les conventions de mise à disposition de terrains et de locaux entre la commune nouvelle du Lude et le CCAS. En affaires financières, donc des décisions modificatives du budget principal, une refacturation aux communes, signature d'un contrat de location, détermination du tarif de cession des bâtiments industriels, un point sur les zones, donc les anciennes ZRR qui s'appellent aujourd'hui France Ruralité Revitalisation, et puis les modalités de concertation selon le Code de l'environnement dans le cadre de la PIORT, je vous expliquerai tout à l'heure, et les informations diverses. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de question de la minorité suite à un problème technique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, vous pourrez nous les envoyer et on verra ça au prochain conseil, pas de souci. Sur le procès-verbal de réunion de la séance du 1er juillet, est-ce qu'il y avait des choses à modifier? Non, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et il est signé. Et donc, on va passer au premier point de l'ordre du jour, qui sont les conventions de mise à disposition de terrains et de locaux entre la commune nouvelle et le CCAS. Alors, le point, simplement, c'est qu'aujourd'hui, c'est le CCAS qui gère donc nos terrains et locaux qui sont mis à disposition d'associations ou de particuliers. Je vais juste reprendre, voilà, ce point-là. Et donc, c'est lié... Hop là. C'est lié donc au local de passage. C'est aussi lié à un appartement pour le logement d'urgence. Et puis, les terrains, ce sont les jardins familiaux. Je regarde Céline. Voilà. Donc, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on a eu le CA du CCAS. L'objectif, c'est que ce soit bien le CCAS qui gère le logement d'urgence comme on l'avait souhaité, et puis les terrains familiaux. Et donc, du coup, on a une convention de mise à disposition entre la commune et le CCAS, puisque ce sont bien deux entités différentes, même si elles font toutes les deux partie de notre municipalité. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention de mise à disposition? Ça a été voté tout à l'heure en CCAS, donc pas de souci. Je vous propose aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient. Je vous remercie et je passe la parole du coup à Corinne. Juste peut-être, j'avais un petit point quand même. Monsieur Frison, la dernière fois, vous aviez posé une question, on n'avait pas pu répondre, donc je vous donne la réponse aujourd'hui. Vous aviez posé la question de la circulation des piétons qui semblait problématique au vu des véhicules souvent garés sur les deux trottoirs avenue de Saumur.
Donc, la réponse, des aménagements ont été réalisés de chaque côté du carrefour de la rue de Garenne. Au vu des questions, cela ne semble pas suffire. Donc, on peut proposer de mettre un potelet bois au niveau du trottoir de chaque côté de la rue de Garenne, tout en laissant une circulation PMR, puisqu'on est obligé de laisser passer, évidemment, les fauteuils roulants. Voilà. Et il y avait bien des marquages interdiction de stationner, néanmoins. Et puis, voilà, et on a les photos des marquages d'interdiction de stationner. Monsieur Charrier me disait que c'était à l'époque aussi Jean-Paul qui avait mis ça en place, mais du coup, ça ne semble pas suffisant, donc peut-être mettre des potelets. Tu peux mettre le micro, s'il te plaît. Surtout sur la montée vers Saumur, il y a toujours un véhicule ou deux de stationner là. Les gens qui sortent de Intermarché, ils ne voient pas les véhicules. Et souvent, c'est la limite de l'accident. Et souvent, c'est un camion. Oui, un petit camion. Donc, ce que je vous propose, c'est on va mettre des potelets bois, tout en respectant quand même la distance pour les fauteuils, évidemment, des personnes handicapées, puis on va voir si ça fonctionne. Et peut-être, j'ai dit à Monsieur Charrier de remarquer, peut-être, avec le temps, c'est peut-être moins visible aussi sur la voie. Je peux rajouter juste un truc. C'est, vous savez, la place qui a été rajoutée sur le marché, du côté du poste électrique, là, c'est vraiment utilisé. Vous savez, vous disiez qu'il y en avait déjà une, mais les deux sont utilisés chaque fois qu'il y a le marché. Eh bien, tant mieux. Ça veut dire qu'on a répondu à un besoin. C'est parfait. Allez, je passe la parole à Corinne. Donc, nous avons une décision modificative numéro 3. Donc, sur le budget principal, c'est une régularisation. Donc, en fait, la trésorerie a soulevé une anomalie sur 2 lignes d'inventaire en compte 2031. C'est des frais d'études qui datent de plus de 5 ans. Donc, c'était sur les années 1995 et 1996 qui n'ont pas été amortis. Du coup, elle nous demande d'établir le rattrapage pour une opération d'ordre non budgétaire qui n'aura aucun impact sur les résultats 2024. Donc, il nous demande, pour cette régularisation, donc, de comptabiliser les amortissements manquants par des opérations d'ordre non budgétaire. Donc, ces opérations non budgétaires sont sans incidence, comme je viens de le dire, sur le résultat d'investissement de la commune et consistent à débiter le compte de réserve 1068 excédent de fonctionnement capitalisé et à créditer le compte d'amortissement 28 concerné. Excusez-moi, mais si on en est, si les impôts en sont à vérifier les comptes d'il y a 30 ans, on peut se poser des questions quand même. Ils arrivent à découvrir de temps à autre des petites anomalies. Donc du coup, il faudra en section d'investissement, en dépenses, porter au 1068 la somme de 32 431,76 et en recettes, porter au 28 031 la somme de 32 431,76. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, il y a la décision modificative numéro 4 qui est sur le budget principal également. Donc ça, c'est de l'amortissement suite à de l'avance de la subvention de la DETR perçue dans le cadre de la construction des bâtiments industriels. Donc en juillet 2021, donc on avait perçu une avance de la subvention DETR relative à la construction donc des bâtiments, rue des Cerisiers, pour 120 000 €. Les travaux n'étant pas achevé. Qui reçoit un appel? Le service financier n'a pas mis en amortissement l'avance de subvention. Donc là, pareil, il va falloir faire une régularisation sur l'année 2024, puisqu'en fait, il ne demande pas de régularisation à partir sur les années de rattrapage de 2022 et 2023. Du coup, l'opération va être de cette façon. Donc en section de fonctionnement, en recettes, on va porter au 777 en opération d'ordre la somme de 6 000 €. En dépenses, on va porter au 023 en virement de la section d'investissement plus 6 000 €. Et en section d'investissement, on va porter en recettes au 021 virement de la section de fonctionnement plus 6 000 €. Et en dépenses, on va porter au 13 918 opération d'ordre plus 6 000 €. Ça, c'est pour la régularisation de cette avance. Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Juste une information, en fait, d'habitude, on amortit à partir du moment où on a la subvention complète de la DETR à la fin du chantier. Les règles ont changé et maintenant, dès l'avance de la DETR, nous devons amortir. Voilà. Ensuite, on a une décision modificative numéro 5 sur toujours le budget principal. Donc ça, c'est un complément suite à une prévision qui était insuffisante. Donc c'est par rapport au dépassement d'une facture de Berger-Levrault. Donc c'est le logiciel de compta et de paye aussi. Donc qui a été sous-estimé, donc il va falloir faire une petite écriture. Donc alors il faut lire parce qu'il y a une petite erreur de frappe dans la section d'investissement en dépenses opération 102. Donc on est bien en 102. On prendra au 23-13 moins 500 € et par contre en dépenses en opération 101 on portera au 20 051 plus 500 €. Donc là c'est une petite régule pour pallier au manque suite à cette facture. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a un point suivant, c'est la refacturation aux communes du coût des enfants scolarisés. Vous vous rappelez, on a fait cette délibération concernant les enfants scolarisés dans les écoles maternelles élémentaires. Et là, en fait, maintenant, on passe en classe Ulysse. Alors, j'espère que tout le monde est au courant de ce que c'est une classe Ulysse. C'est une classe spécifique pour les enfants qui ont des déficiences, alors qui peuvent être motrices ou mentaux. Nous, on est plutôt sur des retards sur le LUD. Et donc, dans cette classe Ulysse, nous avons des élèves qui nous viennent de plusieurs communes, évidemment, et pas seulement de la commune du LUD. Donc, on vous propose de modifier et de compléter, en fait, la délibération que nous avons prise le 1er juillet en rajoutant, en fait, la participation des mairies pour la scolarisation de leurs enfants de leur commune dans notre classe Ulysse. Et c'est un coût de 447 € par élève scolarisé en classe Ulysse. Avez-vous des questions par rapport à ça? Il y en a beaucoup, non? Alors, la classe Ulysse, c'est une douzaine d'enfants. Et en général, quand on a un ludois, on a 11 élèves. Puisqu'en fait, les classes Ulysse ne sont pas dans chaque commune. Elles sont regroupées. Il y en a souvent une par territoire. Et donc, du coup, on récupère beaucoup d'enfants de l'extérieur. Voilà. Et est-ce que vous avez eu des retours sur... C'était le 1er juillet, je crois, qu'on avait voté ça? Non, pendant l'été, on n'a pas eu de retour. Je pense qu'il faut qu'on Non, attende là, un petit peu. Mais non, depuis pour l'instant, on n'a pas eu de retour. On vous fera le point sur cette question. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons la signature d'un contrat de location de débit de boisson. Donc, je vous rappelle que la crêperie Carbonine était propriétaire d'une licence 4. Lorsqu'elle a fermé, nous avons décidé, pour ne pas qu'elle quitte la commune, de la récupérer au sein de la mairie. Et nous la mettions à disposition des associations ponctuellement si elles en avaient besoin, ce qui n'a pas forcément été le cas. Et là, nous avons une entreprise qui s'installe dans un des bâtiments économiques, c'est Pic Prune. Et donc, dans ce cadre-là, Pic Prune souhaite faire souhaite vendre en fait sa bière, faire des essais évidemment, mais nous pouvons aller boire, mais aussi acheter de la bière. Et donc, il propose évidemment de vendre à emporter, mais aussi sur place. Et pour ça, il a besoin d'une licence. Normalement, puisqu'il n'a pas d'alcool fort, il aurait besoin d'une licence 3, sauf qu'il n'existe plus de licence 3 sur la ville du Lude disponible, et on ne peut pas en refaire une, en fait. Donc, comme nous avons la licence 4, qui est un peu plus élevée, mais qui est existante au sein de la mairie, il nous a demandé s'il était possible de la louer pour qu'il puisse faire son débit de boisson ponctuel dans son entreprise. Donc, nous lui proposons aujourd'hui de louer cette licence. Elle reste propriété de la commune, c'est ce que nous voulions, mais de la louer pour un loyer annuel de 1 000 € payable d'avance tous les ans. Et ça lui permet... Pardon, madame, la touche à échéance. C'est marqué là. Et donc, le contrat de location de débit de boisson d'une durée d'1 an se renouvellera tacitement par période d'1 an, à défaut de demande de résiliation de la part de la commune ou de la part de l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? L'idée, c'est de le soutenir dans sa démarche. Oui. Est-ce que ça déshabille la crêperie? Ah non, non, la crêperie, on n'avait pas besoin, en fait. La crêperie, eux, ils ont une licence 3 de restauration, mais comme ils ne vendent pas d'alcool fort, ils n'ont pas besoin de licence 4. Mais par contre, en effet, on aurait déshabillé la crêperie si on avait donné la licence 3 de la crêperie. Voilà.
Mais comme il n'y a plus de licence 3 et une seule licence 4, on vous propose de la louer pour ne pas l'empêcher de faire son activité. Voilà. D'autres questions? Non? On reste propriétaire néanmoins, hein, évidemment. Je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc vous savez que Picprune est arrivé dans les bâtiments économiques et est en train de s'installer. Et courant septembre, nous pourrons, du coup, grâce à la licence, aller goûter la bière, messieurs, dames, et en acheter. On a justement, en lien avec ce point, nous avons la détermination du tarif de cession des bâtiments industriels rue des Cerisiers. Donc, pour petit rappel, lorsque nous avons construit les bâtiments industriels, nous avons eu une subvention DETR de l'État qui nous bloquait pendant un certain nombre d'années où nous n'avions pas la possibilité de vendre ces bâtiments, seulement de les louer. La date est arrivée à échéance. À partir d'aujourd'hui, on peut se permettre aujourd'hui de vendre les bâtiments. Mais pour ça, il nous faut un prix de vente. On avait un prix de contrat, rappelé de crédit bail ou de location, mais on n'avait pas de prix de vente. Donc on s'est évidemment renseigné sur tous les bâtiments autour de chez nous et puis au prix aujourd'hui du foncier et du bâtiment. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est 3 tarifs. Le premier, c'est un crédit bail sur 15 ans. Donc là, je rappelle le crédit bail, l'entreprise signe le crédit bail avec la commune, paye le loyer tous les mois et au bout de 15 ans, il est propriétaire du bâtiment. Ou au bout de 20 ans d'ailleurs. Donc on vous propose en crédit bail 4 € du mètre carré. En crédit bail de 20 ans, 3,50 € le mètre carré, ce qui est logique puisqu'il va payer 50 plus. Et puis le prix de cession, c'est 120 000 € par module. Je vous rappelle que les bâtiments économiques, nous avons construit 3 bâtiments et dans ces 3 bâtiments, il y a 2 modules. D'accord ? Donc on est obligé de faire un prix de cession par module. Donc en fait, c'est 120 000 € par module. Donc, vous en faites le calcul, le bâtiment entier est à 240 000 €. Ce qui fait 175 € le mètre carré. Voilà. Donc on a présenté ça évidemment à la commission administration générale et finances du 29 août dont nous avons eu l'avis favorable. L'avis des domaines aussi est favorable à ces tarifs et donc on vous propose de les voter ce soir, ce qui nous permettra derrière d'engager les démarches de commercialisation. Il faut savoir que Picprune aujourd'hui est locataire, mais son objectif derrière, c'est d'acheter. Et nous avons aussi d'autres entreprises, une qui s'installe, comme vous avez dû le voir, l'entreprise d'Alain, qui à terme pourrait aussi être acheteur. Donc il faut qu'on ait des tarifs pour pouvoir les proposer. Avez-vous des questions? Non, une remarque que j'avais faite lors de la commission finances. Vous disiez à ce moment-là que le coût de revient pour la commune, c'était je sais plus combien, le solde la dépense totale d'1,2 million, moins la subvention, moins les assurances, ce qui restait à la charge de la commune. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord sur la logique en disant l'assurance nous a remboursé un bien détruit qui nous appartenait. Donc ces 400 000 balles, c'était 477, c'était un bien à nous, donc ça coûte plus cher que ça. Mais vous m'aviez expliqué, et je pense que c'est important de le dire là, que on s'alignait sur le prix du marché. Voilà, c'est important. Oui, on est obligé. Si on voulait le vendre au prix exact de revient de construction, on n'arriverait pas à les vendre puisqu'on serait beaucoup plus cher que l'ensemble des bâtiments autour de notre territoire. Donc il faut qu'on se mette à un prix correct. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, la présentation qui a été faite à la commission, c'est que le prix total que ça nous a coûté en construction, si on enlève en effet la subvention et cette prime d'assurance que nous avons touchée suite à l'incendie de Pontfour, ça reviendrait à vendre les bâtiments moins cher que ça encore. Là, aujourd'hui, on est à un tarif correct par rapport à nos voisins, ce qui nous permet de rembourser notre emprunt, en fait, tout simplement, si on vend les 3 bâtiments. Donc, l'objectif pour nous, c'est de vendre les 3, évidemment, mais d'être dans un tarif correct. Ni trop bas, ni trop haut, pour pouvoir attirer les entreprises qui sont intéressées. Ce sont quand même des bâtiments qui sont isolés, qui sont en bon état, qui sont clôturés, et qui, avec les porteurs de projets que nous recevons en ce moment, est plutôt très attractif. Je rappelle que le foncier reste une vraie question avec la loi ZAN, et donc c'est une possibilité pour nous intéressante d'installation d'entreprise. Messieurs, dames, pas d'autres questions. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, donc, c'est l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des immeubles rattachés à un établissement rempli. Ah non, pardon.
j'ai d'abord le point, oui, d'explication avant, mais en fait, c'est lié. Donc, vous avez, nous étions en zone de revitalisation rurale qui s'appelait ZRR. L'État a changé les conditions et aussi le nom, et nous sommes arrivés maintenant à France Ruralité Revitalisation. Donc, en fait, ce France Ruralité Revitalisation, l'objectif, c'est de définir des territoires qui ont besoin d'être soutenus par l'État pour revitaliser, installer des commerces, des entreprises, de l'artisanat, etc. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons possibilité de faire voter au conseil municipal des délibérations qui permettent aux entreprises d'avoir des exonérations, qu'elles soient des exonérations fiscales sur la taxe foncière, mais donc ce sont donc des nouvelles entreprises qui achètent du foncier, ou alors ça peut être aussi des aides à l'embauche avec des exonérations en fait de charges salariales. Nous avions voté déjà des délibérations dans le cadre de la ZRR, mais avec le nouveau nom et la nouvelle action de l'État, nous sommes obligés de revoir nos délibérations et de les revoter. Donc, on recommence. Et donc, la première exonération, c'est une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties. Alors, évidemment, il y a beaucoup de lignes. Il faut répondre à un certain nombre de critères pour bénéficier de cette exonération de cotisation foncière. Donc, c'est un levier important pour encourager l'implantation de nouvelles activités sur notre territoire, mais aussi contribuer à notre revitalisation. Et ça correspond parfaitement à nos objectifs de notre politique de revitalisation. Donc là, globalement, sur la première, donc c'est une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans la zone FRR et donc qui relève d'un certain nombre d'articles. Alors, pour être clair, il faut que la société, que son siège social soit sur la commune. Voilà. Donc ça ne peut pas être une entreprise qui a un siège social extérieur et qui fait un établissement non dénominé chez nous. D'accord, il ne peut pas avoir d'exonération de taxes foncières. Ça veut dire aussi que l'entreprise achète le bâtiment, puisque taxes foncières, ce n'est pas pour les locataires, hein, ce sont que pour les propriétaires. Et donc, il y a ils sont exonérés un certain nombre d'années en fonction aussi de leur chiffre d'affaires et du nombre d'emplois. Donc, c'est très particulier. On a dû vous donner, j'imagine, en annexe l'ensemble de la délibération, non ? Il y a un document qui est très long à lire sur Alors, en fait, la zone France Ruralité, on peut faire, je crois que ça doit être 15 délibérations différentes, mais qui ne correspondent pas forcément à notre commune. Donc, nous avons choisi et nous avons présenté en commission finances les exonérations les plus adaptées, en fait, à notre commune. Mais donc, celui-là, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour les entreprises qui achètent. On peut faire circuler tout le document, si vous voulez, ou même on pourra vous l'envoyer par mail, il n'y a pas de souci. C'est très long à lire et avec un certain nombre d'articles. Donc voilà. En tout cas, on l'avait voté dans le cadre de la zone, la ZRR, hein, donc c'est exactement la même chose. Voilà. Je crois que l'exonération porte sur 3 ans de tête. Voilà. Avez-vous des questions? Sinon, il faut aller voir les articles hein, du Code général des impôts. Oui, c'est le petit document qui est intéressant aussi qui est dedans. Voilà. Je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons aussi, là, c'est autre chose, c'est une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des logements acquis et améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANA pour des personnes physiques. Donc là, c'est pour les habitants, ce ne sont plus pour les entreprises. Un habitant qui a une maison, qui la rénove en améliorant donc évidemment l'isolation et les performances énergétiques, tout en ayant une aide financière de l'ANA. Donc, vous voyez, les critères sont précis. Il faut être propriétaire d'une maison, il faut faire la rénovation sur au moins 2 points, c'est-à-dire fenêtres et isolation des toitures, par exemple. Il faut avoir une aide financière de l'ANA. Et là, à ce moment-là, on peut en effet exonérer de taxes foncières le propriétaire de la maison. Voilà. Et là aussi, ça dure 3 ans. L'idée étant encore une fois, de pousser les propriétaires à faire leur rénovation énergétique, évidemment. Maintenant, il faut relever de l'ANA. Donc, ça ne concerne pas tous les propriétaires. Avez-vous des questions? Et donc, seul en FRR, on peut avoir cette exonération. Voilà. Je vous propose de le passer aux voix. Du coup, qui vote contre?
Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, à titre d'information, ce n'est pas la mairie qui gère, si la population souhaite nous en parler, on ne gère pas l'exonération, c'est les impôts. Je rappelle quand même que la taxe foncière n'est pas gérée par la commune et la commune n'en reçoit qu'une petite partie de la taxe foncière. Donc c'est bien les impôts qui gèrent ces dossiers. Donc lorsqu'on fait des travaux, qu'on relève de l'ANA, on fait une demande aux impôts en disant voilà, j'ai fait tant de travaux, j'ai été aidé par l'ANA et donc je demande une exonération. Voilà. Ça ne marchera pas, ils sont sur 95. On a un rappel pour 1995-96 qu'on a vu précédemment. Mais il faut peut-être les deux, 95, 96 et 2024, M. Frédon. On a une autre exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements achevés depuis plus de 10 ans au 1er janvier de la première année d'exonération et ayant fait l'objet de dépenses d'équipement destinées à économiser l'énergie. L'idée étant aussi de se dire que ce n'est pas seulement les gens qui aujourd'hui font, à partir de ce vote, des travaux de rénovation énergétique, mais aussi de valoriser ceux qui l'ont déjà fait et qui ont fait des gros travaux et qui n'ont pas eu d'exonération puisqu'on n'avait pas voté cette exonération. Voilà. Donc je vous propose d'exonérer de taxes foncières sur les propriétés bâties pour une durée de 3 ans, donc les logements achevés depuis plus de 10 ans, au 1er janvier de la première année, donc en 2025 maintenant. Et donc ce sera applicable à partir du moment où il y a eu des dépenses d'équipement destinées à économiser l'énergie. Le taux d'exonération est de 50%. Ce n'est pas 100% d'exonération, mais c'est une baisse quand même pendant 3 ans de 50% de la taxe foncière. Je vous propose de le passer aux voix si vous n'avez pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien sûr, vous pouvez rajouter, Mme Borrell. Et du coup, il y a un flyer qui a été conçu pour accompagner les entreprises dans leur demande d'exonération et du coup, elle sera transmise aux nouvelles entreprises qui s'installent au LUD pour les aider dans leur démarche. Alors, on a commencé d'ailleurs, celles qui arrivent là, les dernières en date, on leur a donné le document. Après, simplement vous dire que ça aura un impact sur notre budget municipal puisque les taxes foncières sont une partie de nos recettes, même si elles ne sont pas complètement liées à la taxe foncière, mais quand même. Je rappelle aussi que la taxe d'habitation a été annulée, mais la taxe foncière a quand même augmenté avec une augmentation des points de l'État. Et ce n'est pas des augmentations de la commune, c'est des augmentations de l'État. Donc pour ceux en tout cas qui ont investi au LUD et qui continuent d'investir et qui souhaitent investir dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments, mais aussi la rénovation de façade, etc., il y a un certain nombre d'aides. Alors n'hésitez pas à venir le demander tout simplement à la mairie. Je pense que c'est important qu'on puisse vous répondre. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que l'ensemble de nos propriétaires mettent en place des logements d'énergie positive et puis mettre des logements aussi en location. Je passe le message puisque nous avons régulièrement en mairie des demandes de location quasiment tous les jours sur le LUD. Il n'y a plus de locatifs, donc n'hésitez pas aussi à profiter de ces exonérations pour faire les travaux dans des logements vacants pour pouvoir derrière les louer à nos habitants. Alors ensuite, nous avons un point sur l'urbanisme. Donc vous savez que sur le site de Candia, donc c'est un site industriel. Nous souhaitons tous réhabiliter l'ensemble de ce site. Et pour le réhabiliter, nous sommes dans l'obligation de faire une modification du zonage, qui est un zonage industriel qui nous impose de ne mettre sur ce sol que des industries. Or, depuis des années, nous avons essayé de trouver des industries et les industries refusent de s'installer dans ces bâtiments qui sont très anciens et enclavés dans la ville. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de modifier ce zonage pour avoir un zonage plutôt ce qu'on appelle UB, qu'on ait la possibilité d'installer sur Candia ce que nous souhaitons, c'est-à-dire de l'artisanat, des services, des habitats, etc. Ce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, nous avons lancé ce qu'on appelle une PIORT. Et donc cette PIORT, en fait, c'est une analyse du site avec les services de l'État, l'ADREAL, etc. Et on doit faire une enquête environnementale pour savoir quel est l'impact sur l'environnement sur ce site de la transformation d'un industriel en une zone logement et services. Alors,
souvent, l'enquête environnementale, c'est lorsque l'on utilise des terrains, j'ai envie de dire des prairies, des jardins, etc., et qu'on va artificialiser en mettant du béton. Bon, là, on est plutôt dans l'autre sens, puisque la zone de Candia, comme vous le savez, est déjà complètement artificialisée. Mais néanmoins, nous devons faire une enquête pour savoir si nous avons des oiseaux qui ont niché dans Candia, si nous avons des insectes qui, depuis le départ de l'entreprise, se sont installés. Nous avons besoin de savoir si nous allons déranger la faune et la flore en modifiant ce site. Et donc, on a une concertation préalable au Code de l'environnement qui doit être réalisée. Et donc, on doit définir cette concertation. Donc, on a envoyé notre dossier à la MRAE, c'est donc l'organisme régional de l'environnement. Voilà, et ce dossier est consultable à l'accueil des mairies aux heures d'ouverture. Il sera disponible à partir de la semaine 37. On a un registre mis à disposition à l'accueil des mairies aux heures d'ouverture pour les gens qui viennent voir cette étude et donnent des avis ou donnent des modifications à l'étude, etc. Et puis, nous mettrons aussi ce dossier sur le site internet de la commune. La durée de la concertation, donc c'est la durée de la procédure jusqu'à l'enquête publique. Donc, en général, ce sera jusqu'en je veux dire novembre. Voilà. Puisqu'ensuite, quand la concertation sera terminée, nous ferons une enquête publique. Voilà. Et je vous présenterai le bilan de cette concertation devant le conseil municipal avant le début de l'enquête publique qui sera organisée par la préfecture. Des questions? Donc, si vous avez vu des insectes ou des oiseaux importants sur le site de Candia, il faudra le noter sur le dossier. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons donc des informations diverses à vous donner, puisqu'on arrive à la fin de ce conseil. Je vous rappelle que nous inaugurons la salle du camping à 18 h ce mercredi 11 septembre, que la population est invitée, les élus, les journalistes aussi, puisqu'ils sont dans la salle ce soir. Donc n'hésitez pas à venir, c'est un beau moment aussi de découvrir cette nouvelle salle du camping. Nous avons le président du club psychotourisme Ludois, les membres et les licenciés et l'ensemble du club qui remercie le conseil municipal pour la subvention que nous leur avons versée de 270 €. Voilà. Et puis, on va passer aux informations peut-être de l'ensemble des adjoints. Et on va commencer par Mme Petit. Alors moi, c'est juste un rappel, parce que là, je pense qu'au niveau communication, on a bien donné, que ce soit les affiches à l'entrée de la commune, que ce soit route du Mans, route de la Flèche et le rond-point de Saumur. Je pense que maintenant les gens savent qu'on fait la porte ouverte à la résidence des Lilas de 9 h à 14 h. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et on pourra vous faire visiter un logement de la résidence. Samedi, pardon, excusez-moi, samedi 14. Et également Noël qui approche. Donc, on va commencer à prendre les inscriptions auprès de Cécile pour les personnes qui veulent bien venir nous aider à servir, pour faire le service, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à directement voir avec Cécile pour vous inscrire, pour qu'on puisse savoir un petit peu qui va pouvoir être présent avec nous. Mais en tous les cas, venez. Il n'y a pas, Céline, que les élus. Il peut y avoir les maris et les femmes des élus. Il peut y avoir les cousins, cousines, neveux, nièces, enfants. Toute personne bienvenue bénévole pour nous aider. Il y a une très bonne ambiance et en général, on repart pour les femmes avec une rose. Je n'ai pas encore défini ce que les hommes auront en partant. Voilà. Et la date du repas, s'il te plaît, Céline? Le 8 décembre. Merci Céline. Ensuite, on passe à Monsieur Champy pour le développement local circulaire, l'embellissement de la ville et le cimetière. Non. Donc je voulais faire un petit point. Je voulais vous faire un petit point. Vous avez dû voir qu'on avait mis la ville aux couleurs olympiques, aux anneaux. Donc les athlètes qui ont été fabriqués sur les bords de Loire, à l'entrée de la piscine, le cheval en fer forgé qui est sur le rond-point à l'entrée de la route du Mans. Tous ces objets ont été fabriqués par les services techniques. Voilà. Et actuellement, on travaille avec eux pour voir comment on peut faire pour Noël, pour limiter l'achat de sapins, pour éviter de les couper, de les jeter. Puis financièrement, c'est un coût. Voilà, pour Noël. Voilà, c'est tout pour moi.
Je dirais Merci. pas, je dirais pas que, Merci, Michel. pas que les services techniques, parce qu'il me semble que Michel t'a mis un petit peu de malheur, pas mal. Faut pas oublier de le dire non plus. Non, non, T'as apporté ta science de menuisier quand même. Non, je suis avec eux, mais non. C'est vrai que, en tout cas, le cheval qui saute l'obstacle sur le rond-point est très visible et très bien fait. Et c'est vrai qu'on peut remercier les agents. Ils sont souvent critiqués dans leur métier d'entretien de la ville, malheureusement, en particulier sur les réseaux sociaux. Mais enfin bref, je voulais simplement dire qu'ils travaillent beaucoup et ils font des très belles réalisations. Et je rappelle aussi qu'ils sont en ce moment très occupés avec une grande fête qui arrive, s'il est nécessaire de vous le rappeler, puisqu'on a la fête de la Renaissance qui arrive pour le 22 septembre. Et donc, on est en train de décorer toute la ville. Et je passe un petit message aux habitants. N'hésitez pas à décorer aussi vos maisons. Vous pouvez joindre aussi l'association La Renaissance qui ont des drapeaux qui peuvent vous les mettre à disposition. Plus la ville sera décorée, mieux ce sera évidemment pour ce moment très festif que nous attendons avec impatience. Je réfléchis encore à un arrêté municipal pour avoir que du soleil, mais je vais voir si je peux le faire. Ensuite, on passe à Madame Hutereau. Oui, moi c'était juste pour faire un petit retour sur le forum des associations qui a eu lieu samedi. Donc 31 associations étaient présentes, c'était à peu près le même nombre que l'an dernier, à l'Esplanade Brassens de 14h à 18h. Les associations étaient satisfaites, mais bon, malheureusement, a été écourtée à cause de la météo. Voilà. Il n'y avait pas d'arrêté. Ouais, il n'y avait pas d'arrêté, c'est vrai. Très bien, merci Madame Hutereau. On va passer du coup à Monsieur Delaunay. Oui, maintenant, on va continuer les bonnes nouvelles alors. Comme vous l'avez commencé tout à l'heure, Madame le maire, en annonçant sur le plan économique l'arrivée tant attendue de diverses entreprises. Donc avec la patience, tout arrive. Donc on peut dénombrer aujourd'hui 5 installations, donc comme Picprune, enfin 4 installations, pardon. Picprune, comme Madame le maire l'a dit tout à l'heure, et comme beaucoup d'entre vous le savaient déjà, mais là c'est de plus en plus officiel puisqu'il a pris possession des bâtiments. Et petite rectification. Je pense que la dégustation de la bière, on pourra la faire plutôt début novembre que fin septembre, comme l'a précisé Madame le maire, parce qu'il est dans quelques petits travaux d'aménagement et d'installation. Laissons-le installer ça correctement et allons déguster la bière un petit peu plus longtemps, un peu plus tard. Dans l'autre cadre, on a fait l'inauguration l'autre fois d'une myciculture qui est basée au Riwi. C'est ça. Donc c'est une culture de champignons. C'est surprenant. C'est une nouvelle culture, nouvelle technique de. Oui, c'est des champignons. Ce ne sont pas des champignons de Paris. Ce sont des champignons en fait qu'elle fait pousser donc sur de la paille avec sa technique aussi de développement. Donc c'est des shiitake et différentes sortes de champignons plutôt japonais. Donc elle va être sur les marchés, elle va être sur le marché du Lude, sur pas mal de marchés. Elle rentre dans Biocircuit, Biocircuit Lude aussi. Et je lui ai demandé, mais je pense qu'elle va le faire, de faire des petites fiches de cuisine avec des recettes, puisque ce sont quand même des champignons un peu particuliers qu'il faut savoir cuisiner. Mais ils sont excellent en tout cas, puisque moi j'en ai mangé lors de l'inauguration crue et je ne suis pas morte. Effectivement, voilà. Ils font peur comme ça des fois à les regarder, mais on a eu l'occasion de les goûter et ma foi, ça se passe pas trop mal. En tout cas, c'est quelqu'un de très agréable. C'est une jeune femme en reconversion qui est sortie de sa formation et qui a décidé de s'installer au Lude, donc au Riwi. Avant, dans les bâtiments, avant on avait la fabrique C. Et donc aujourd'hui, c'est Miss Champy. Et vous allez la découvrir sur le marché. N'hésitez pas à aller lui parler. Elle a vraiment une pêche pas possible. Elle adore son métier. Voilà, elle adore son métier. Et donc on va travailler avec elle aussi autour des enfants et de la semaine du goût, puisque évidemment, si les enfants aiment les champignons, ils vont pousser les parents à en acheter.
Donc il faut aussi, ça fait partie de notre travail aussi de faire l'éducation au goût. Alors, pour continuer dans la bonne nouvelle et dans la zone industrielle des Tourelles, bien, un deuxième bâtiment a été reloué à partir de septembre. Et on va accueillir une entreprise de carrelage et de menuiserie. Donc l'entreprise d'Alain. Donc par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, Picprune donc transfère son siège social, puisqu'ils étaient de Jupille, donc le siège social sera au Lude. Et idem pour Dalin. Et pour Dalin, c'est pareil, c'est une entreprise du Maine-et-Loire qui décide donc de s'installer au Lude, de transférer son siège social, et il va créer, c'est une entreprise qui sera pas loin des 6 à 7 emplois lorsqu'ils seront bien installés, donc avec des services de menuiserie, de carrelage, de peinture, mais ils feront sans doute à l'avenir aussi de l'isolation du placo. Donc c'est une entreprise qui s'installe et on est content de les avoir. C'est encourageant parce qu'on va avoir enfin 2 entreprises qui vont faire vivre ce secteur et qui vont certainement encourager d'autres entreprises à s'intéresser à notre zone industrielle et à vouloir s'y implanter, surtout avec les avantages qu'on peut proposer maintenant en termes de taxes foncières et tout. C'est que des petits plus qui vont nous aider à faire venir des entreprises artisanales, pas forcément industrielles, mais des belles entreprises artisanales sur notre territoire. Et donc, je l'ai dit en commission finance, mais je le dis là au conseil municipal, Monsieur Frison, vous nous avez souvent posé la question, et je sais que certains habitants se posaient la question aussi pourquoi les entreprises ne s'installaient pas dans les bâtiments économiques. Nous avons attendu et voulu que ce soit des entreprises qui créent des emplois. En fait, on a eu beaucoup de porteurs de projets qui sont venus nous voir avec des projets qui tenaient la route. Pas vraiment, des situations où il n'y avait pas de création d'emploi, donc louer un bâtiment de cette qualité-là, à ce prix-là, à une personne qui ne crée pas d'emploi, ça nous questionnait beaucoup, et donc on a attendu suffisamment des projets intéressants, et donc il y a un 3e projet qui est en cours, on vous en reparlera, je pense, peut-être au prochain conseil municipal si on a la conclusion de l'affaire qui s'installera aussi. Donc finalement, on aura 3 entreprises dans des bâtiments qui vont faire vivre le secteur et on a déjà une touche pour vendre un terrain derrière. Enfin, vous voyez, les choses, elles vont venir. C'est encourageant. C'est vrai, pour le petit détail, l'entreprise de carrelage et de menuiserie qui s'installe, premier contact que j'avais eu avec lui, pour cette installation-là, ça date pratiquement d'1 an. Et quand je parlais souvent de la lenteur et les lenteurs administratives et puis les exigences qu'on pouvait mettre aussi derrière, ben voilà, c'est long, mais bon, quand ça aboutit, tant mieux. Et puis la petite dernière qu'on a pu découvrir la semaine précédente, là, qui s'installe à côté de chez nous, à côté dans les anciens bâtiments, c'était pas MMA, là. MMA, hein, c'est ça. L'entreprise LCCM. Donc c'est apparemment une entreprise qui fait la couverture charpente. On n'a pas eu trop l'occasion de le rencontrer, mais on va vite le rencontrer pour avoir un peu plus de sa présentation et un peu plus communiquer sur son entreprise. Oui, c'est un bâtiment privé, ils se sont installés, et donc maintenant il faut qu'on les rencontre. Bien, pour l'économie, c'en est fini, c'est déjà pas mal. On va passer maintenant au tourisme, parce que le tourisme, la saison, je dirais qu'elle est plus qu'entamée, puisqu'elle va bientôt se terminer, pas tout à fait encore. Donc, pour revenir à cette saison, c'est une saison qui a été marquée par des caprices de la météo et des résultats globalement quand même stables par rapport à cette situation météorologique. Malgré un début de saison marqué par la météo maussade, le camping a su relever des défis imposés par les aléas climatiques et les évolutions du secteur touristique. Une ouverture retardée et un mois de juillet difficile. Comme tout le monde a pu le constater, on n'a pas été ébloui et réchauffé par le soleil en juillet. Donc ça a freiné un peu nos touristes à venir nous rendre visite. Et donc les conditions météorologiques peu clémentes ont contraint le camping à repousser son ouverture de 15 jours, impactant ainsi les réservations du début de saison. Le mois de juillet n'a guère été plus favorable avec la météo toujours aussi capricieuse, ce qui n'a pas facilité l'hôtellerie de plein air. Cependant, malgré ces difficultés, le camping a réceptionné avec succès sa nouvelle salle d'animation début juillet, une infrastructure très moderne que vous allez pouvoir la découvrir bientôt lors de l'inauguration, donc mercredi. Le mois d'août a permis de redresser la situation avec un chiffre d'affaires identique à celui de 2023, démontrant une stabilité encourageante de la haute saison. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus régulier sur août que sur juillet et septembre. Mais septembre, c'est surtout sur une autre chose.
Juste pour rajouter quand même, je rappelle que le mois de juillet a été un mois particulièrement pluvieux, vous devez vous en rappeler, et c'était aussi un mois de Jeux Olympiques. Donc Voilà, il y a globalement, les résultats de tourisme régionaux, hein, là on n'est pas que sur le Lude, mais sur l'ensemble de la région, ils sont équivalents à notre camping, c'est-à-dire une baisse quand même au mois de juillet et plutôt un beau mois d'août. On avait des réservations sur juillet qui étaient très fébriles parce que les gens, on s'est aperçu que les gens attendaient vraiment le dernier moment et attendaient vraiment quasiment le dernier bulletin de météo de la semaine pour dire allô, on arrive. C'était à peu près ça. Donc c'était un petit peu complexe. Donc globalement, la saison 2024 enregistre pour le moment une légère baisse de 8% par rapport à 2023. À mon avis, ce ne sera pas catastrophique par rapport à tous nos voisins et même sur les calculs qui sont faits à l'échelle nationale. Je ne pense pas qu'on soit ridicule en fin de saison. On fera des meilleurs comptes. Régionalement, on est plutôt sur 12%. Non, on est plus déjà, et je pense que même à l'échelle nationale, on sera pas si mal que ça. Bon, les chiffres parleront un peu plus fin octobre quand on aura clôturé la saison le 15, voire peut-être un peu plus si la météo nous le permet. Donc pour reparler justement de septembre, le camping s'inscrit pleinement dans un développement économique local, à savoir qu'en septembre, on accueille des travailleurs saisonniers. C'est une première pour nous cette année. En ce moment, on peut dénombrer un peu plus d'une cinquantaine de travailleurs saisonniers qui sont sur notre camping et qui sont là pour résider quasiment jusqu'au début octobre. Donc c'est encourageant parce que ça nous permet de faire le plein de tous nos locatifs durant septembre. Et au moins c'est sûr, on va pouvoir rectifier et remonter la balance pour le chiffre. Alors, c'est pas la première année, puisqu'en fait, tous les ans, on a des saisonniers, mais en fait, souvent, ce sont des saisonniers qui louent des mobil-homes à leur titre personnel pour pouvoir travailler, en fait, dans l'arboriculture et dans les vendanges. Là, le point particulier cette année, c'est que nous louons, en fait, à l'entreprise. Non pas aux travailleurs, mais à l'entreprise qui emploie des travailleurs saisonniers. Et donc, c'est l'entreprise qui loue les mobil-homes pour ses propres travailleurs. Et pour nous, c'est une vraie sécurité financière et puis aussi en termes d'assurance, puisque on a eu quelques épisodes par le passé de travailleurs saisonniers qui nous avaient pas forcément laissé les mobil-homes en bon état. Voilà. Là, du coup, c'est l'entreprise qui sera responsable. C'est complètement engagé. C'est une double garantie. On est sûr d'être payé, ça c'est sûr. Personne ne va se sauver en pleine nuit en lui laissant l'ardoise. Là, on a affaire directement et on est payé à l'avance, carrément. De tous les locatifs et régulièrement, à savoir toutes les semaines, il y a un bilan qui est fait, une visite qui est faite sur tous les locatifs pour voir ce qui ne va pas, s'il y a de la casse et tout, pour remettre à jour tout ça et refacturer au coup par coup tout ce qui pourrait être coûteux pour nous. Donc c'est vraiment une vraie sécurité de travailler directement avec l'entreprise que directement avec les travailleurs. Voilà, bon, on en dira un petit peu plus sur la fin, un vrai bilan de saison touristique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fin octobre. Très bien, merci beaucoup. La culture avec Monsieur Le Gallay. Donc sur le plan cinéma, je mets ça comme il faut parce que sinon on n'entend pas. Comme prévu, nous avons repris les projections cinématographiques le mardi 27 août par la projection d'un film pour les enfants à 15h. Moi, Moche et Méchant 4, qui a accueilli 28 spectateurs pour une recette de 88 €. Et à 20h30, Le Comte de Monte Cristo, avec 157 spectateurs et une recette brute de 775 €. Lors de cette pause d'été, les travaux visant à rénover le toit-terrasse de Ronsard ont été réalisés fin juillet. Pour le moment, aucun fauteuil n'a été remplacé. Au niveau culturel, lors de notre réunion de la commission culturelle du 3 septembre dernier, nous avons accueilli Elina Salone en tant que nouvelle coordinatrice du service culturel. Le démarrage de la nouvelle saison culturelle de l'association Le Ronsard a eu lieu ce samedi dernier en même temps que le forum des associations. Et la plaquette culturelle, dont un certain nombre ont été distribuées de leur ouverture de samedi, est à disposition du public. Et on les a mises également sur les tables, donc vous le trouvez devant vous. Pour les événements à venir, nous avons la Semaine Bleue qui se déroule du 30 septembre au 6 octobre sur le thème « Bouger ensemble »
pour entretenir la flamme. Donc, un peu les Jeux Olympiques, là. Nous projetterons le film Juste Ciel, un film qui a été tourné en Mayenne, le mercredi 2 octobre à 15h, avant de partager un goûter avec les spectateurs. Cet événement tout public est gratuit et offert par le département. Madame Gessé sera présente pour accueillir les spectateurs avec son orgue de barbarie. La communauté de communes Sud-Sarthe assurera une permanence pour la promotion de la Semaine Bleue de jeudi 19 septembre prochain sur le marché. Le samedi 14 septembre à 20h, le Théâtre régional des Pays de la Loire nous présentera sa pièce « L'Avare » dans la cour de l'école Georges Brassens, ou à Ronsard si malheureusement il fait mauvais temps. Alors, un point important, la billetterie est assurée à l'entrée par le producteur qui encaissera la recette avec le prix des billets qui sont soit de 4, soit de 8, soit de 12 € en tarif libre au choix des spectateurs. Par contre, les règlements acceptés sont exclusivement des espèces ou des chèques. Un rappel, la Microfolie a organisé une exposition déambulatoire en réalité augmentée depuis le 7 juillet jusqu'au 26 septembre, intitulée « Faune », en écoutant les histoires d'Aurélie avec des animations CPIE. N'hésitez pas à braquer vos portables vers les affiches mises en place dans la ville. Il y en a, je crois, une dizaine. Ou 14, alors merci de l'info. Bibliothèque ludothèque, reprise de la pause jeu le mardi de 15h à 16h en période scolaire pour passer un moment entre adultes autour de jeux de société. Soirée jeu une fois par mois de 18h à 22h les vendredis 27 septembre et 11 octobre. La boîte à histoire un samedi par mois à 10h30 pour les 0-3 ans, samedi 14 septembre et samedi 12 octobre. Et participation au lieu de Renaissance le dimanche 22 septembre avec les grands jeux. Pour la période du 19 octobre au 31 octobre, festival Graines d'Images Junior avec la projection de 24 films au tarif de 4 € avec une place gratuite au bout de 3 achetés grâce au passeport. Et également, les films seront accompagnés d'animations. Pour rappel, le passeport est valable dans toutes les salles de cinéma de la Sarthe adhérentes au festival. Au niveau des anciens combattants, nous avons eu la cérémonie commémorative de la libération du Lude le 12 août, que nous avons célébré le dimanche 11 août, et qui a été ni plus ni moins une cérémonie commémorative identique au 8 mai ou 11 novembre. Par contre, nous n'avons pas pu projeter le film dont je vous avais parlé lors des précédents conseils, car le réalisateur n'a pas eu les fonds suffisants pour mener à bien son film. Par contre, l'exposition mise en place dans la salle des mariages de la mairie a été très appréciée. Voilà. Merci Jean. Dernières informations de ma part. Donc on a mis cette information dans le Loir-et-Marcône, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Nous avons donc une installation d'une nouvelle orthoptiste qui sera installée donc près de la maison de santé près de l'hôpital, qui ouvrira son cabinet libéral à partir du 1er octobre. Cette orthoptiste suisse, nous avons enfin réussi à ce que son diplôme soit reconnu en France, et nous avons donc réussi aussi à faire un lien avec un ophtalmologue du Mans du CHM, ce qui lui permettra de faire toutes les ordonnances pour vos lunettes directement au LUD, sans passer par un ophtalmologue qui est souvent difficile à joindre. Donc elle sera présente à partir du 1er octobre. Je n'ai pas encore son numéro de téléphone, mais on vous le donnera rapidement. Nous sommes en pleine négociation aussi pour l'arrivée d'un nouveau médecin généraliste qui devrait arriver début novembre ou début décembre. Nous attendons juste le feu vert du Conseil de l'ordre des médecins, et donc elle s'installera avec l'orthoptiste pour être clair, donc à côté de la maison de santé, c'est la maison où il y avait avant la santé au travail, qui était aussi le logement de fonction de l'hôpital avant, et donc qui est en route direction vers le cimetière. Mais lorsque vous vous garez sur le parking de la maison de santé, elle est juste à côté, et on mettra évidemment des panneaux. Donc ce sont des bonnes nouvelles, c'est 2 nouveaux professionnels de santé qui vont intégrer en plus l'association des professionnels de santé, et qui à terme intégreront la maison pluridisciplinaire de santé lorsqu'elle sera construite sur le LUD par l'intercommunalité.
Donc je vous donnerai tous les détails aussi pour la médecin au prochain conseil. On aura l'ensemble des renseignements puisque nous avons rendez-vous avec l'hôpital. L'orthoptiste a déjà signé son bail et donc le médecin généraliste devrait le faire courant septembre. Simplement, tout à l'heure, Jean Le Gallais vous a expliqué que nous avons eu des travaux à Ronsard. Nous avons travaillé sur la terrasse. Vous savez que l'espace Ronsard a une terrasse assez plate et donc nous avons régulièrement des fuites d'eau. Pour ceux qui vont dans l'espace Ronsard, vous le voyez bien près de l'escalier, hein, on voit régulièrement ces fuites d'eau. Et nous avons aussi changé des menuiseries. Et donc samedi, lorsque nous avons eu le forum des associations, Loïc a été obligé de mettre un certain nombre de seaux, puisqu'il s'avère que ces nouveaux travaux n'ont pas étanchéifié la toiture. Au contraire, il faut croire, puisque les fuites d'eau sont plus importantes. Donc là, nous avons rappelé en urgence l'entreprise qui a fait les travaux pour pouvoir revenir et retravailler sur et les menuiseries et la toiture. Bon, l'espace Ronsard a 25 ans, on sait que que ça a beaucoup travaillé. Il y a des toitures un petit peu dans tous les sens avec des chéneaux en bois qui travaillent avec le temps. Et donc, c'est vrai que c'est très compliqué de réussir à complètement étanchéifier le site, mais il va falloir quand même le faire, puisque l'objectif pour nous, c'était aussi de refaire les peintures, mais là, on attend, puisque si c'est pour refaire tous les 3 mois, ça va être compliqué. Donc, pour ceux qui l'ont vu et qui ont été à l'ouverture de la saison, ça se voit quand même. Donc, je tenais à informer la population que ces dégâts des eaux, aujourd'hui, les entreprises doivent réintervenir sur Ronsard. C'est pas simple. Puisqu'on parle des travaux, vous dire qu'il va y avoir donc incessamment sous peu des travaux boulevard Fisson dans le cadre de l'assainissement. Nous allons projeter de l'eau en très forte pression pour nettoyer les canalisations, puisqu'il y a un constat d'odeur qui remonte sur ce boulevard Fisson. Donc ce sont des anciennes canalisations boulevard Fisson avec un système qui peut retenir en fait des éléments odorants qu'on peut sentir sur la voirie. Donc là, on va nettoyer complètement en pression. 2, nous allons traiter en fait l'ensemble de nos canalisations contre les nuisibles, parce que ça peut aussi apporter des nuisibles. Et puis nous allons ensuite changer les bouches en fait sur le boulevard Fisson d'ici la fin de l'année. Simplement, le message que je voulais passer à tous les habitants du boulevard Fisson, c'est que nous allons traiter notre voirie communale, mais nous ne pouvons pas traiter les propriétés privées. Et donc, par conséquent, c'est à chaque propriétaire de bien ramasser ses poubelles, de ne pas stocker des poubelles, puisque souvent, lorsqu'il y a des nuisibles, on se rend compte qu'en fait, il y a du stockage de poubelles ou de déchets, puisque un nuisible ne peut pas vivre sans manger, hein. Donc, il trouve bien de la nourriture quelque part. Donc, il faut bien nettoyer, bien fermer ses poubelles et puis traiter aussi sa propriété privée s'il y a besoin de la traiter. C'est un travail partenarial si on veut arriver à faire quelque chose de bien. Et puis enfin, les derniers travaux, ce sont des travaux du département. Vous avez dû voir partout des panneaux sans vraiment avoir d'explication. Donc, on a demandé au département des explications, je vais vous les donner. Ils ne sont pas tout à fait précis, mais ça vous permettra quand même pour l'ensemble de communiquer sur ces travaux. Donc les travaux débuteront le 16 septembre pour une durée de 4 semaines pour le département. Donc dans un premier temps, ils font le rabotage de la D306 sur 6 cm à partir de la carrière Roumy, route de Tours, d'accord, secteur La Chapelle-aux-Choux, et ils reviennent dans l'agglomération du Lude jusqu'à la rue d'accès au niveau du rond-point des anciens combattants. Il y aura une déviation par Château-Lavalière via Noyon-Village. Et pour le secteur agglomération, il y aura une déviation par le boulevard des Tourelles. Donc vous passerez en fait par les entreprises. L'accès pour les riverains est quand même maintenu, puisque souvent c'est des travaux voie par voie, donc il y a possibilité évidemment d'y passer. À suivre, il y aura le rabotage de la D306, là c'est direction La Flèche, à partir de la route de Savigné sous le Lude, d'accord, jusqu'à la route de Luché, lieu-dit les Loges. Donc là, c'est pareil, c'est du rabotage. Donc il y aura une déviation par Baugé-en-Anjou pour La Flèche et par la route du Mans pour Luché. La durée du rabotage, c'est 5 jours. Voilà. Mais le département nous dit qu'ils vont essayer aussi de mettre quand même des feux et puis un passage quand même. La déviation, c'est essentiellement pour les poids lourds la plupart du temps. Voilà. Et puis ensuite, il y aura la réalisation des enrobés. Et là, on n'a ni durée ni date pour le moment par le département. Voilà. Donc je vous les redonnerai quand nous, on les aura. Non.
Non, ils vont gérer les déviations comme ils savent le faire, mais simplement, c'est vrai qu'ils ont mis des panneaux en disant travaux bientôt, mais sauf qu'on n'a pas de date. Donc, c'est vrai que tous les habitants sont venus vers nous, mais ce ne sont pas des travaux gérés par la commune, mais par le département. Donc, on est allé chercher à la pêche aux informations, et dès qu'on les aura pour la partie suivante, on vous les donnera, bien évidemment. Voilà. J'espère qu'on a donné le maximum d'informations, ce qui vous permet, les élus aussi, d'en parler à la population quand ils viennent vous voir, parce que c'est vrai que parfois on nous pose des questions, mais on n'a pas les réponses puisque c'est pas notre compétence. Voilà, je rappelle à titre d'information aussi pour tout le monde, les poubelles, la gestion des poubelles est une délégation que nous avons faite au syndicat des ordures ménagères. Et donc, lorsque vous avez des difficultés avec le ramassage des poubelles ou le dépôt des poubelles, etc., n'hésitez pas à contacter le syndicat. Il était avant pas loin de la place du Champ de Foire, mais maintenant il est rue des Cerisiers aussi, de tête, Jean-Claude, c'est rue des Cerisiers? Non, boulevard des Tourelles, c'est juste à côté de la déchetterie. 764 boulevard des Tourelles. Voilà, 764 exactement, boulevard des Tourelles, n'hésitez pas à appeler. Nous, malheureusement, on peut, lorsque vous venez vers la mairie pour râler à propos des poubelles, eh bien on transmet au syndicat. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller directement vers le syndicat. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous.